Et ça serait peut-être pas l'heure de faire l'update lecture. Bonjour petits et grands lecteurs. Vous voyez ce visage, j'ai l'impression d'être rouge comme un coq. Je viens de porter une tondeuse à main nue pendant une demi-heure, je n'en peux plus. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, 3 lectures très différentes. Un livre, alors je dois déjà le dire, on va parler d'agression. Voilà, ça va être un thème très compliqué, très dans l'actualité, mais le texte est très intéressant. On va parler de bastonnade en fantasy avec un des grands auteurs du genre, et enfin de la fantasy, oui c'est de la fantasy SF japonaise, peu inclassable. Mais avant toute chose, je vais simplement vous rappeler que on sera aux Imaginales du jeudi au dimanche. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages des 3 Nornes ou des goodies exclusifs sur les stands, faut pas hésiter. Arnaud Cazerel sera aussi sur le stand avec moi durant ce week-end. Pour ceux qui n'apprécient pas trop la foule, je tiens à le dire parce que je sais que j'ai une communauté avec des gens qui sont pas trop fans, plutôt venir le matin, le jeudi, vendredi ou même le dimanche matin, le dimanche après-midi, le samedi après-midi sont des jours un peu plus denses, donc voilà. Mais on sera tout aussi heureux de vous accueillir samedi après-midi et dimanche après-midi. Et on sera au Geek Ferries au mois de juin. Et il y aura donc la sortie de La Forêt aux Fleurs d'Argent en avant-première aux Imaginales, une sortie officielle le 28 mai. Et bah on commencerait bien par l'essai, parce qu'autant commencer par la chose un peu pas joyeuse. Je vous ai présenté en book haul récemment La chair des autres. C'est de Claire Berest, c'est Albin Michel qui me l'a envoyé en service presse, et on est sur un texte qui parle de procès judiciaire et notamment du procès de Mazan. Voilà. Sujet très actuel avec une journaliste, à ce que j'ai compris, indépendante, sollicitée par Paris Match pour faire un compte-rendu de ce qui se passait dans le procès. Donc on va suivre cette femme qui l'avoue bien au début, ne connaissait l'affaire qu'en survol, projetée dans une salle d'audience où de nombreux journalistes vont faire la queue quand la situation va grandement évoluer, notamment beaucoup de journalistes, que ce soit français ou internationaux, et elle va parler de l'affaire tout en faisant des biais et se questionner sur pourquoi on est arrivé à cette situation-là, parler des auteurs, parler de l'organisateur principal et celui qui a commis aussi les crimes, de la victime, et aussi du procès, de ce que ça a eu comme implication, de l'emprise des médias aussi sur ce procès-ci. Bref, ça touche un petit peu toutes les globalités, c'est découpé en chapitres thématiques. Donc, est-on dans le mensonge ou dans la vérité? Le diable ne prélève-t-il pas toujours son salaire? Bref, on est sur des titres thématiques où on va aborder de nombreuses questions. Ce qui est intéressant avec ce texte et ce qui fait que le texte est accessible, outre le fait que la langue est assez journalistique, voilà, ça se lit plutôt bien, c'est qu'on n'est pas du point de vue de la victime. C'est pas un témoignage, c'est un témoignage de quelqu'un qui est extérieur, qui fait le travail de journaliste et qui parle aussi des médias et du traitement de l'affaire, donc ce qui a ce côté très impersonnel d'une certaine manière. Pareil, on va parler des choses qui se sont passées, on va dire les faits, par contre il n'y a aucune description horrible, il n'y a pas de surenchère, il n'y a pas ce côté voyeuriste que j'avais un petit peu peur au début. Et on va voir cette femme qui au fur et à mesure en fait va faire des parallèles avec sa propre vie, va se questionner et même elle parler d'une situation qu'elle a vécue quand elle était enfant, parce qu'elle a subi une agression dans un train quand elle avait 8 ans par un inconnu. Et voilà, donc il y a tout ce truc qui fait que c'est un texte qui est extrêmement touchant, qui est d'un point de vue journalistique. Donc il y a du jugement bien sûr des gens qui ont commis ces actes-ci, mais aussi une posture plus neutre pour essayer de comprendre ces situations-là, essayer de parler aussi du fait que cette affaire est très particulière sur comment elle a été commise, la durée, le processus. On va vraiment balayer tous les thèmes et c'est ce qui fait que le récit est très complet sur l'affaire à mon sens, sans être un compte-rendu journalistique lourd, mais aussi une bonne façon de ramener certains sujets de société, c'est-à-dire que on va ouvrir sur des parallèles avec des œuvres connues, on va ouvrir sur des parallèles avec des faits historiques. Elle essaye vraiment d'ouvrir en fait du point de vue de certaines thématiques de l'affaire, certains tirent des fils en fait qui font que le texte est un peu plus large qu'on a l'impression que ça serait, et j'ai beaucoup aimé ceci. Alors c'est un texte qui reste quand même assez en surface, vous n'allez pas avoir un compte-rendu juridique si c'est vraiment ce que vous cherchez. C'est un texte aussi qui, à mon sens, mais c'est le point de vue de la journaliste, elle condamne les actes, mais l'affaire est tellement horrible que j'aurais aimé qu'on soit un peu plus dans la condamnation. Mais il y a ce truc de neutralité journalistique qui doit être mise en place. On parle
On parle de tout le monde. Je pensais qu'elle accorderait quand même une grande place aussi à la famille de Gisèle Pellico. C'est un peu traité dans le texte en sous-fond dans certains chapitres, mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus sur elle et sur les agresseurs, voilà. Donc voilà, et c'est aussi beaucoup tiré sur l'autrice. Et ça, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que j'étais partie du fait que moi, je voulais lire un truc sur le procès de Mazan. En fait, je lis un truc d'une journaliste qui a vécu le procès de Mazan et qu'est-ce que ça a eu comme implication. Voilà, sur elle, et ses comptes rendus sur la situation. Donc voilà, et en même temps, on apprend pas mal de choses. C'est compliqué de critiquer ce genre de livre parce que là, on est sur du témoignage d'affaires criminelles. La forme est sympa, lisible, accessible. Après, si c'est ce que vous cherchez, un témoignage, vous aurez pas le côté... Alors, elle le met avec son côté de sa jeunesse et tout, et je comprends qu'elle le fasse, mais le sujet reste quand même Gisèle Pellico, et ça devrait rester quand même en majorité Gisèle Pellico sur ce sujet-ci, dans ce type de livre. Mais voilà, il y a ce truc de, si vous voulez entendre les paroles des victimes, on les entend pas. On a juste le partage d'une femme qui est très admirative de la victime, qui voit la détresse et qui ne comprend pas comment elle arrive à tenir d'une certaine manière. Donc voilà, la force et aussi la violence, parce qu'il y a beaucoup de choses qui parlent de la violence des avocats et ce genre de choses. On parle aussi un peu du système juridique et du système, on va dire, journalistique. Et le plus aussi, ce sont les anecdotes. C'est-à-dire qu'elle va vite des anecdotes où il y a des gens qui ont été accusés de prendre des photos pendant le procès. Elle a... il y a une scène, juste pour vous mettre dans le bain, elle va à la machine à café comme tout le monde, il y a un mec qui prend un café et qui a l'air sympathique et tout, et en fait il fait tomber son sac ou je sais plus quoi par terre, personne ne l'aide alors qu'il a un handicap assez lourd qui l'empêche de porter plusieurs choses et tout, et en fait elle va l'aider et elle reconnaît un des co-accusés. Donc elle me parle aussi du fait de ce sentiment étrange de voir ces hommes qui ont l'air normaux parfois dans des situations un peu compliquées, qui ont commis le pire, quoi. Et par contre, c'est un texte qui reste très violent parce qu'on a elle explique bien qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reconnu les faits aussi, qui ont été condamnés. Donc voilà, c'est un texte complet, assez court. Moi, je l'ai lu, en fait, j'ai été assez passionnée parce que comme c'est une écriture journalistique, mais c'est vrai que j'aurais voulu quelque chose de plus dans le témoignage, tu vois. Et je pense que je trouverais ça peut-être plus. Et je l'ai pas lu, le livre de sa fille, à Gisèle Pellico, mais je serais plus intéressée parce que la victime est dit en premier et voire après. Mais c'est le procès de ces dernières années. C'est un procès qui risque de changer beaucoup de choses, qui a fait évoluer beaucoup les mentalités sur pas mal de choses et qui a ouvert aussi d'autres portes juridiques. Voilà, et on en parle légèrement. Mais pareil, là, on parle beaucoup du procès Mazan, on parle assez peu des nouvelles affaires qui sont en lien avec l'accusé principal. Donc voilà, quand on est quand on était un minimum intéressé par l'affaire, des fois on se dit on aurait voulu un peu plus de choses, quoi. Mais ça, c'est mon côté malsain, journalistique, crime. Moi, j'aime bien quand on va en profondeur des affaires. Et c'est vrai que j'ai cette habitude du true crime où on est vraiment dans une point de vue de description des faits, ce genre de choses, de l'articulation judiciaire. Là, il y a un côté témoignage sympa, mais c'est vrai qu'au début, on se dit c'est très auto-centré. Et heureusement, après, ça s'ouvre un petit peu, mais faut pas aimer que quelqu'un parle de son point de vue alors qu'elle n'est pas victime de ce procès-ci. Voilà, donc c'est chacun fait son avis sur la question. Ensuite, alors, œuvre totalement différente. C'est une duologie, premier tome d'une duologie de fantastique, je dirais même quasiment de la science-fiction japonaise. Donc c'est de Yusuke Kishi qui s'appelle Du Nouveau Monde. Alors, on est sur des couvertures très shiny chez Pocket. On est sur ce genre de couverture en grand format. Je trouve que les couvertures parlent un peu plus de l'ambiance de ce texte-ci. On suit donc un espèce de Japon futuriste, Japon 1000 ans après notre ère, mais qui reste assez traditionnel, c'est-à-dire qu'il y a de la technologie, mais il y a beaucoup de descriptions de paysages, on a vraiment l'impression que les bâtiments, ça reste, ou c'est moi qui l'ai interprété comme ça, mais très traditionnel japonais, une petite ville et tout. Concept très original dans le sens qu'on va suivre plusieurs enfants qui rentrent dans une école où ils doivent accomplir des stades, voilà, pour avancer et évoluer dans leur parcours scolaire, sachant que les gens vivent dans une sorte d'égalité, de respect, il n'y a pas de violence. Notre petit groupe de personnages va atteindre, on va dire, ce qui est l'équivalent de, je pense, un peu une sorte de collège, et obtenir des dons. Voilà, il y a tout un truc de magie, sachant que voilà, il y a ce côté science-fiction assez poussé au fur et à mesure du récit.
et un cordon magique qui protège le village un peu rural d'attaques extérieures. Voilà, on va un petit peu, au début je pensais que c'était des yokai, c'est un peu différent. Et au fur et à mesure en fait de leur quête, il y a des dangers. C'est-à-dire que l'école primaire, quand vous n'arrivez pas à passer le stade, il y a des enfants qui disparaissent. Voilà. Là, quand ils sont dans le collège, ils vont se retrouver à devoir faire des sortes de stages de survie. Et là commence l'histoire. En fait, là, ce que je vous pose, c'est vraiment la base du récit, mais l'histoire démarre après. Le problème, c'est qu'elle démarre, à mon sens, vraiment sur un cliffhanger qui fait le sel du récit. Mais il y a tout un élément technologique qui va arriver et beaucoup de créatures assez étranges. On est, je pense, inspiré des yokai, mais sur des créatures, il faut imaginer qu'auraient évolué. Des crabes géants qui se seraient mêlés à d'autres créatures. On a tout un folklore assez naturaliste qui est mis en avant. Et ça, c'est hyper... Moi, c'est ce que j'ai préféré. Alors, même si c'est what the fuck, ça m'a fait penser un peu à André Norton parfois pour ça. Et ce groupe de personnages, on suit un personnage principal, hein, mais qui va se retrouver embrigadés au fur et à mesure dans une histoire qui les dépasse et vont apprendre un peu le secret de ce monde, ce qui va bouleverser le récit. Et moi, c'est là où j'ai eu le déclic. Au début, je dis ouais, c'est sympa, c'est longué, c'est un peu récit initiatique, un peu chelou ces créatures parce que c'est pas vraiment du folklore. Il y a ce mélange de science et un peu d'imaginaire qui, au début, je trouvais était un peu lourd. On lance le récit, il y a quelque chose de beaucoup plus creusé, il y a de l'action, il y a de la magie, hein. Cette magie, elle se matérialise un peu, peuvent déplacer les éléments et ce genre de choses, avec un lien religieux aussi. C'est assez approfondi, le système religieux, magique et tout, qui a inspiré un peu du shintoïsme, du bouddhisme, voilà, on voit un petit peu les inspirations. Donc très, pour les gens qui aiment la culture japonaise, je trouve que là, pour le coup, on est sur un texte bien plus réussi que pas mal de choses que j'ai lues dernièrement, écrites par des Européens ou des Américains, dans le sens que on voit la culture exposée, on sent l'ambiance, on sent même au niveau, on va dire, culturel, comment interagissent les gens, et sur cette société nippone qui revient un peu à une sorte de ruralisme, mais en même temps technologique, et en même temps, il y a une sorte de monde parfait, voilà, même s'il y a du danger, et des clés un peu sombres derrière. Si vous aimez un peu ce genre de récit, ça peut être sympa. Mais voilà, c'est une utopie qui va se déconstruire, voilà, pour le coup. Et c'est ça qui fait le sel. Les personnages sont plutôt attachants. Moi qui ai de plus en plus de mal avec les groupes de gamins un peu qui vivent des aventures dans le sens que j'adore Stranger Things, hein, j'adore ce genre de texte, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs qui se sont mis à écrire ce type de récit depuis, avec des personnages types, et je commence à avoir un âge où j'ai du mal à m'assimiler à des enfants qui ont 11 ans. Voilà, c'est un truc, voilà, je pense que ça peut arriver à certains d'entre nous. Là, le fait qu'il, bon, déjà on les suit en grandissant, mais surtout le monde dans lequel ils vivent, les empreintes d'une sorte de naïveté, mais aussi une sorte d'intelligence un petit peu émotionnelle, un petit peu autour de la nature et tout, qui font qu'ils sont attachants. Et c'est assez palpitant, on est sur une première partie assez lente d'exposition, le bouleversement, et après beaucoup d'épiques, beaucoup de tensions. Le seul bémol, je pense, qui peut... Et moi, je sais pas trop quoi en penser aussi maintenant, c'est les créatures qui sont décrites. Alors, elles sont décrites, elles sont assez décrites visuellement dans le texte, mais c'est particulier. C'est un peu chelou et parfois t'as l'impression qu'il y a beaucoup de longueur où on nous explique des combats entre les créatures, mais tu sais que ça va être posé pour après, mais c'est un gros tome d'exposition. C'est pour ça que pour l'instant, je me dis, j'ai moyennement aimé ma lecture, hein, je lirai le tome 2 avec grand plaisir parce que j'ai hâte de voir comment ça va se développer, mais je suis pas convaincue pour le coup, hormis, tu vois, si ça aurait pas été dans le cadre japonais, l'histoire m'aurait pas forcément plu pour le coup. C'est vraiment le cadre japonais, la culture, les créatures où on peut un petit peu voir les traits tirés, et le côté sombre qui commence à s'installer. Voilà, parce que c'était assez lent. On doute avec les personnages de la vérité, parce qu'on on sait pas, il y a plusieurs points où on se questionne sur les informations qu'on nous donne. Donc très chouette, je suis contente, et puis je suis contente surtout qu'on édite des auteurs japonais, parce qu'en ce moment la fantasy chinoise est très à la mode, et là on est sur un univers fantasy scientifique, ouais, science-fiction parce que ça se passe dans le futur, mais l'histoire est type d'histoire fantasy classique, voilà, avec des héros qui vont avoir un destin extraordinaire, et tout le côté créature, comme c'est pas des robots, c'est pas... Il y a aussi un peu de science, donc il y a de robotique et tout, mais c'est tellement naturaliste, c'est tellement dans la nature que je trouve qu'il y a quand même une dose de fantastique qui est quand même très présente.
Donc à conseiller pour les gens qui seraient intéressés de lire un peu plus de trucs qui s'inspirent de la culture japonaise. Pour le coup, là-dessus c'est une réussite. Mais sachez que c'est lent, que l'histoire est pas extraordinaire et qu'on est sur un premier tome d'exposition. Et je vous présente ensuite les héros de Joe Abercrombie. Alors, compliqué, pour ceux qui connaissent pas, Joe Abercrombie c'est un auteur américain très connu pour sa fantaisie assez épique, assez sombre, qui a écrit plusieurs sagas, mais sa saga principale c'est La Première Loi, qui est une trilogie. Il a écrit une suite à La Première Loi, c'est le dernier, je sais plus comment s'appelle cette série, qui est aussi une trilogie, et entre ces deux moments où il y a je pense 40 ans qui se sont passés, 30 ans, il y a des tomes uniques qui ont été créés pour refaire des liens avec l'histoire, et je pense pour voilà, des tomes uniques avec des personnages nouveaux, même si on a des références à des personnages qui sont présents dans La Première Loi. Donc je serais quand même plus partante de vous conseiller de lire La Première Loi en premier, et ensuite Servir Froid et Les Héros et Pays Rouge. Alors j'avais lu Servir Froid, qui était une quête de vengeance très sympa. Les Héros, c'est peut-être celui que j'ai moins aimé. Parce que, alors il y a un côté très gamel dans ce texte. Alors Joe Abercrombie, il y a toujours eu, mais il m'a fait beaucoup penser à Legend, dans le sens que voilà, je me suis dit c'est un peu les mêmes tropes que Legend, et Legend, j'en ai un souvenir quand même très épique. Là, il y a des points il y a des points qui sont quand même très intéressants par rapport à Legend aussi, mais vous êtes donc sur une place forte. Les terres de l'Union, qui sont les terres où on suit un petit peu plus au début de La Première Loi. On a Doe le Sombre, qui est un peu le roi des pays du Nord, très connu pour être très sanglant, il a renversé des gens, bref, c'est un gars qui a tué des milliers de personnes, et sa quête d'ascension va faire un petit peu peur au gouverneur de l'Union, qui va envoyer ses troupes pour le renverser, et donc il y a la prise des héros qui est une place très forte. On va suivre différents personnages, autant des personnages qui travaillent pour l'Union, on va notamment retrouver le personnage du sorcier qui est très présent, voilà, du magicien dans La Première Loi, et on va suivre aussi des gens qui soit travaillent pour Doe, qui sont ses sous-fifres, ou des gens qui... Il y a un pauvre garçon qui est l'héritier d'un personnage qu'on connaît d'autres tomes, qui va se retrouver face à la guerre. En fait, c'est plein d'hommes qui vont être appelés par la guerre, des jeunes hommes qui vont être recrutés, soit parce qu'ils y vont pour rendre fier leur père, soit ils y vont parce que c'est comme ça, voilà, on recrute. On a des vieux guerriers de la vieille qui font encore une guerre, voilà, et qui deviennent un peu dépendants à ça, et qui voient leurs compagnons malgré tout mourir au combat. Et on a une fine lame qui a été disgraciée, voilà, qui un homme qui a été envoyé, qui tombe amoureux d'une femme qui ne l'aime pas, qui préfère épouser un jouvenceau beaucoup plus attirant, et qui est dans cette frustration, et surtout dans la déchéance sociale. Un personnage qui voudrait bien monter dans l'échelle sociale du Nord, voilà, qui a une femme enceinte qui l'attend à la maison. Donc c'est tous ces mecs qui vont se retrouver à devoir combattre les uns contre les autres, voilà. Est un peu égoïste dans le texte. On a des personnages, et c'est ce qui est cool dans celui-ci, des salauds, des naïfs, des vieux de la vieille qu'on en vu plein. On a même un personnage féminin qui est assez important dans le texte, et ce que j'ai aimé, c'est que elle va pas se battre avec des gros... Alors, il y a plusieurs persos féminins, parce que chez Joe Abercrombie, ce qui est chouette, c'est que on a des femmes aussi qui sont des guerrières badass, voilà, mais on a aussi des personnages féminins qui sont plus cantonnés à des rôles traditionnels. Donc là, par exemple, il y a une jeune fille qui est la fille d'un des personnages importants, qui va se retrouver à être prisonnière et à essayer de sauver son peuple d'une certaine manière. Donc il y a un panel de personnages qui font que on s'y attache, parce que l'avantage par rapport à Jemele, c'est que c'est moins sexiste, et que les personnages ont de la profondeur. Alors c'est le cas aussi dans Legend, mais chacun a une question morale à soulever, chacun va se retrouver dans des situations, il y a des situations terribles, hein. Le jeune homme qui voit tous ses camarades de classe assassinés, il va se retrouver encensé comme un héros, alors qu'en fait il s'est juste enfermé dans un placard, et en attendant que tout le monde se fasse massacrer parce qu'il a eu trop peur. Donc on parle beaucoup de ça, et la fin est très bien aussi avec un des personnages, un des grands guerriers. Il y a des morts, c'est hyper sanglant. Alors celui-ci, en fait, il m'a moins convaincu parce qu'il est extrêmement tourné sur la bataille, c'est quasiment que du... Alors, il y a un peu de complot, mais que de la baston militaire. Voilà, et ça m'a fait trop penser à Legend, en fait, sur ce place-là, donc c'est pour ça que j'ai été un peu plus déçue. Beaucoup de personnages, ça faisait un peu fouillis au début, après on rassemble les choses, mais ça reste un très bon livre, parce que Joe Abercrombie, même les livres qui sont un petit peu moins bons de lui, restent quand même très bons, voire meilleurs que beaucoup de livres qui sortent sur le marché. Mais la façon dont il parle de la guerre dans le texte, vraiment c'est la thématique principale, est hyper bien pensé, parce qu'en fait t'as une panoplie de personnages qui vont avoir leur rapport à ça.
Joe Abercrombie, ce sont des retournements de situation, ce sont des choses étonnantes, il y a une vraie tension, c'est-à-dire que comme il épargne pas ses personnages, on ne sait jamais qui va mourir, qui ne va pas mourir, donc tu ne penses pas que ton héros que tu suis depuis 100 pages va forcément survivre, ça c'est totalement, faut pas s'y attendre. Donc voilà, il y a ce truc palpitant, il y a ce truc épique, mais c'était un peu trop baston et que d'habitude il y a quand même plus de complot politique, il y a du voyage et ce genre de choses. Le fait qu'on reste quasiment au même endroit aussi fait que ça a été un peu plus long à assimiler. C'est une belle bricasse. Mais pour les gens qui aiment les fantaisies à bastonnade, les fantaisies stratégie militaire, les fantaisies bien belliqueuses, bien bourrin, on se tape sur la tête, avec de l'humour, des histoires palpitantes, des trahisons, des complots, des personnages très gris, on retrouve ça. Parce que on a même au niveau, et c'est ça que j'ai apprécié aussi, au niveau personnages féminins, les personnages féminins sont aussi des personnages gris, c'est-à-dire qu'elles ont aussi leurs défauts, autrement que d'être des séductrices, voilà, en imaginaire, vraiment. Il y en a une qui... on va dire, n'est pas très remerciante des choses qu'on fait pour elle. Les personnages sont très charismatiques, hein, vraiment, Dawn, tout ça, il y a vraiment des personnages très marquants, très charismatiques, très belliqueux. Si vous aimez la fantasy à la Wild, Legend, John Gwynne, ce genre de choses, on est dans cet univers-ci. Après, c'est pas le plus dégueu et le plus horrible que j'ai lu, malgré le fait que ça soit la guerre, mais les personnages sont vraiment la force de ce texte-ci, avec des combats épiques et une fin qui est très chouette. Je n'ai qu'une hâte, c'est de lire Pays Rouge, parce que ça m'a fait beaucoup de bien de lire Joe Abercrombie pour une seule chose, c'est qu'en fait, il a une plume à l'américaine. Il n'y a pas plus américain que ce genre de texte. En fait, même si t'es pas forcément convaincu par l'histoire de 100%, c'est tellement épique, t'es tellement page-turner, il y a des renversements dans les fins de chapitres, il y a toujours des informations nouvelles qui fait que tu le dévores le bouquin parce que t'as toujours envie d'en savoir plus. Et pour moi, c'est un très bel exemple de la fantaisie américaine bourrine dans l'action. Les descriptions de paysages, la psychologie très approfondie des personnages, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est quasiment un film en fait. C'est quasiment quand tu le lis, c'est comme si tu regardais un film en fait. T'es vraiment dans l'action et tu dévores le texte. Donc pour le coup, même pour des amateurs, alors peut-être pas forcément les héros, mais La Première Loi peut être peut-être une série assez accessible, alors hormis sa violence qui est atroce dans le texte, qui est accessible par sa facilité d'accès de lecture du fait de la construction du récit. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si par exemple vous avez déjà lu du Joe Abercrombie, je serais assez curieuse, et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.